C'est parti pour la deuxième partie de ce mémoire. Donc partie 2, faire l'impossible, être inventif et structuré dans l'instant. Citation, « Par quel prodige sommes-nous capables de cette action instantanée, efficace et brillante? Il ne s'agit ni de formules ni de mémoire du passé. » Ça c'est de Jean-François de Raymond. Chapitre 1, quand et comment advient la décision de ce qui va être joué. Citation, « En effet, nous répugnons au commencement, Descartes lui-même y souffrit, comme heurtant la raison. Comment ce qui n'était pas commence-t-il, puis un jour, ce qui a été cesse-t-il d'être ?» 1. L'illusion du libre arbitre. En 1983, les expériences du neuroscientifique Benjamin Libet organisées pour questionner la valeur de notre libre arbitre et donc de nos décisions ont montré que le début de l'acte moteur observable dans le cerveau commençait avant la prise de conscience de la décision de bouger son doigt. Plus tard, avec l'IRM fonctionnel, on a découvert que des régions du cerveau s'activaient jusqu'à 7 secondes avant l'acte moteur du sujet. Ces régions sont celles qui codent les informations relatives au choix de l'action à entreprendre, et il a ainsi été possible de prédire, au vu de leur activité, le choix que les sujets allaient faire avec 60% d'exactitude, explique la philosophe Christelle Lapourchot dans Un nouveau libre arbitre, CNRS édition 2014, chapitre 3, les expériences de Benjamin Libet et leurs critiques. Citation, le philosophe Eddie Namias, en évoquant ses expériences, note que, bien qu'étant statistiquement significative, cette prédiction, en réalité des corrélations post-hoc, n'ont pu être obtenues qu'avec 60% de précision, c'est-à-dire 10% au-dessus du hasard. Cela dit, ces expériences montrent donc qu'une information prédictive du comportement du sujet est présente dans le cerveau jusqu'à 7 secondes avant l'acte moteur, ce qui permettrait de répondre à certaines objections formulées contre les expériences de Libet. Comme l'indique encore Christelle Lapourchot, en fait, ces résultats n'impliquent pas que le cerveau décide d'agir avant que nous en ayons conscience, mais simplement qu'il existe certains précurseurs inconscients de nos décisions d'agir. Et la prise de conscience peut ensuite modifier le mouvement qui s'est déjà initié dans le cerveau, dans l'aire motrice. Le problème par rapport à l'improvisation en jazz, c'est que cette activité implique de décider tellement vite que, si l'on attend la prise de conscience pour agir en effet, a priori, il est déjà trop tard. Or, se reposer sur des processus inconscients pour improviser peut poser problème. Si on n'a jamais aucune prise dessus, comment s'améliorer ? Comment ne pas être prisonnier de réflexes répétitifs? Petit 1. L'anticipation. Distinction entre préparer et planifier. Mathias Rousselot souligne le paradoxe d'un projet imprévu, improvisé. Toutefois, se projeter musicalement ne revient pas nécessairement à se jeter à corps perdu dans l'inconnu, écrit-il. Le projet comporte certes une part d'imprévu, improvisus, mais aussi une part de programmation de l'acte, où l'improvisateur projette en ayant vu, prévoit ce qu'il va faire, détermine à peu près ce qui sera. Tout est dans le « à peu près ». À nouveau, l'on comprend ici que le musicien a une intuition plutôt qu'une intention en fonction de la grille d'accords du thème de jazz qu'il est en train de jouer. Il ne sait pas exactement ce qu'il va jouer avant de le jouer, mais il connaît parfaitement les accords et leur ordre sur lesquels sa mélodie devra se poser. L'improvisation nécessite d'interroger la mémoire et de se projeter dans l'avenir dans un même temps, ce qui différencie son temps de celui des actions courantes, comme la composition, écrit encore Mathias Rousselot. C'est donc sa temporalité particulière qui permet que cet « à peu près » ne soit pas synonyme d'approximation médiocre. En interrogeant la mémoire en même temps qu'elle fait se projeter dans l'avenir, l'improvisation fait du passé une matière véritablement vivante et mouvante. Le projet, la décision et l'exécution n'y font qu'un. Il faut simplement faire, et tout de suite. Elle ne fait jamais l'expérience du passage à l'acte, elle agit. Ça, c'est Jean-François de Raymond. Tandis qu'en effet, la plupart de nos projets conscients sont conceptualisés avant d'être mis en œuvre. Cela ne signifie pas que toute forme de prévision doive être exclue. Mais comme l'écrit Jean-François de Raymond, la prévision, pour enrichir la conduite humaine, doit imaginer et non pas déduire. La déduction n'est pas un mode de raisonnement créateur. La déduction aurait la rigidité et la froideur du calcul logique, tandis que l'imagination a la souplesse de la créativité. Citation. Action ou prévision, l'exclusivité de l'une sacrifie l'autre. La précision de la prévision retarde l'action, comme la précipitation de celle-ci compromet un avenir dont on prévoyait les possibles. Cette dialectique entre l'urgence de l'engagement et l'attente de la disponibilité précise, du point de vue de l'avenir, la relation d'indéterminisme de la liberté et du savoir. On ne planifie pas une improvisation de jazz, on la prépare à la fois en amont dans le cadre de la répétition, où on s'exerce, et aussi en anticipant, après avoir acquis cette maîtrise, ce que l'on va jouer, mais un quart de seconde avant. Il existe une anticipation de ce qui va sortir, cela évite le n'importe quoi. C'est aussi cela qui est impressionnant, la rapidité avec laquelle l'idée dans le cerveau du musicien arrive bel et bien sur son instrument quasiment dans l'instant. Mais cet écart temporel est si court qu'on ne peut pas appeler cela de la planification. C'est une prévision bien comprise. Il faut que le musicien, au moins par moment, soit conscient de ce qu'il va jouer. Alors, la citation de Jean-François de Raymond, il ajoute, Marcel Dupré, au moyen d'un parallèle qui réduit l'improvisation à la capacité pour la pensée de devancer l'action,
De même que les yeux de celui qui déchiffre précèdent ses doigts, de même la pensée du bon improvisateur devance ses mains, dans le traité d'improvisation à l'orgue. Donc, sois conscient de ce qu'il va jouer très peu de temps avant de le jouer, ce qui suppose que la décision était en fait même déjà prise avant ce temps de la conscientisation de la décision, mais donc forcément toujours très peu de temps avant. L'improvisation réduit en fait l'écart temporel entre la décision, sa prise de conscience et son effectuation. Elle fait presque coïncider les trois, presque parce qu'une coïncidence parfaite est scientifiquement impossible, et c'est en ce sens que Jean-François de Rémond dit qu'elle nous permet d'être contemporains de nous-mêmes. Il écrit temporel et intemporel, l'improvisation opère l'intersection de l'extemporanéité, sa dimension verticale où l'être humain transcende un instant sa condition temporelle vers ce que son insatisfaction absolutise, et de la contemporanéité avec soi, avec l'autre ou avec l'être, qui commence toujours puisqu'elle cesse en naissant. Anticipation, oui, mais en étant capable de s'adapter continuellement aux circonstances, à ce que l'on n'avait pas anticipé, que cela vienne de soi-même ou de l'extérieur. C'est ce qui lui fait dire que l'adaptation court après l'anticipation. Cela permet de n'être prisonnier ni d'un plan figé, ni d'un errement instable et ou indifférent. Un des exemples les plus réussis de cette adaptation-anticipation est sans doute la version de Mac the Knife d'Ella Fitzgerald à Berlin en 1960. « We hope we'll remember all the words », dit-elle au public. Évidemment, plus l'on redoute une chose, plus elle risque de se produire. Et là oublie les paroles, mais en invente d'autres, où elle explique qu'elle a oublié les paroles. « What's the next chorus? It's the one now I don't know ». Puis elle cite les illustres interprètes précédents du standard. Tente-t-elle, comme se le demande Peter Sandy, 1997, de se faire pardonner son oubli, écrit le psychanalyste Frédéric Vineau dans un article sur les liens entre scat et psychanalyse. Toujours est-il qu'elle dit qu'elle est en train de ruiner Mac the Knife, we're making a wreck. Mais bien au contraire, elle démontre là ses géniales capacités de jazzwoman, c'est-à-dire d'improvisatrice. Jean-François de Rémond fait alors une distinction entre intelligence et pressentiment. L'intelligence planifie, le pressentiment d'improvisateur agit, conduit le devenir. Il précise plus loin le pressentiment est toujours plus et moins que la prévision. Celle-ci prépare au savoir, ne concerne que l'intelligence, souvent en deçà de la prévoyance active. Le pressentiment prépare à l'action soudaine dans le sens entreaperçu. On pourrait alors se dire qu'il n'y a pas décision, puisqu'il faut agir tout de suite sans délibérer. Mais l'on pourrait distinguer choix et décision en disant qu'il n'y a pas de choix, mais qu'il y a décision et que c'est elle qui permet la liberté de l'improvisation. Une part de réflexion étant nécessaire à l'improvisation, parler de décision en temps réel n'est vraiment pas une aberration, notamment lorsqu'on écoute les musiciens parler de leur expérience. En revanche, d'autres réponses, ça c'est une citation, en revanche, d'autres réponses naissent d'une objectivité claire et ciblée. Je me souviens avoir pensé que je devrais arrêter ça parce que c'était trop proche du free jazz. Rire. Les running je déteste jouer des... Non, les running lines, pardon. Je déteste jouer des running lines. Oui, en fait, j'ai pris la décision avant de jouer ça que j'allais changer complètement de direction parce que ça pouvait continuer comme ça pour toujours si on laissait faire. Je pensais, encore une fois, c'est un peu comme en quelque sorte sortir en partie de la chose temporairement et penser à la nécessité de trouver une opportunité de se débarrasser de la boucle sans que cela ne laisse, vous savez, un gros trou tout d'un coup. Nous traduisons dans Improvisation and Identity, a Qualitative Study by Matthew Sanson. Article dans Critical Studies in Improvisation. Car si l'on pense que la liberté relève du choix, on fait de la liberté une affaire de volonté. Je choisis volontairement entre plusieurs alternatives. Alors que si l'on pense que la liberté relève de la décision, on fait de la liberté une affaire de désir. Seule la volonté, en tant que simple capacité à choisir, n'aboutit qu'à une liberté d'indifférence, comme l'a vu Descartes. Spinoza, lui, a montré que c'est en sculptant son propre désir que l'on réussira réellement à gagner en liberté. Je ne situe pas la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité, écrit-il dans sa lettre 58 à Schüler de 1674. La liberté ne consiste pas à faire ce qui nous plaît, libre décret, licence, mais à faire librement ce que notre nécessité nous dicte. Autrement dit, la plus haute liberté, un être humain l'éprouverait à l'instant où il éprouve qu'il n'a pas le choix de faire ce qu'il fait. Non pas parce qu'il est contraint de faire ce qu'il fait, mais parce qu'il épouse la nécessité qui le porte à agir, ce qui n'a rien à voir. La liberté se trouverait d'autant plus dans la version pronominale du verbe, être décidé à. Parce qu'être décidé à, c'est non seulement recevoir les nécessités qui viennent du monde, mais aussi y adhérer et les seconder. Être décidé à ou être déterminé à, le terme de détermination ayant en effet l'avantage de combiner les deux sens de déterminisme dans les causes et de sentiment de résolution dans la poursuite des décisions prises. Épouser la nécessité, c'est une façon de ne pas tenir pour une contrainte ce qui ne l'est pas, comme les contraintes des lois naturelles, par exemple. Ne pas pouvoir voler comme un oiseau n'est pas une contrainte. Ce genre de contrainte n'est vécu comme telle que par celui qui voudrait être l'origine absolue de ses actes, qui voudrait être tout-puissante et qui ne cesse de vérifier que le monde n'est pas conforme à ce qu'il voudrait qu'il soit.
En musique jazz, c'est celui qui voudrait avoir la partition et qui vivrait son absence comme une contrainte, ce qui est toujours le cas quand on débute, surtout si on a reçu une formation classique. On refuse le tâtonnement, on voudrait être assuré de produire quelque chose de brillant. Certains écrivent et apprennent leur chorus par cœur, c'est le cas parfois de grands musiciens, comme le pianiste Claude Bolling, qui l'a avoué à d'autres musiciens en privé. Mais alors, comme les orateurs incapables de se lancer dans un discours sans notes, surviennent un trou de mémoire, doivent-ils s'interrompre, ils ne savent plus où ils en sont, ce qui empêche la communication, car un discours prononcé de mémoire, c'est-à-dire récité, n'admet ni accident ni interruption. Ils ne sont pas libres, car non autonomes, et leur récitation n'aura pas l'élan vital du discours musical en train de se faire. La grille d'accords, en tant que trame déterminante mais volontairement schématique, devient ainsi une figure de la nécessité. Et comprendre la détermination qu'elle est, c'est-à-dire connaître ses codes, les règles harmoniques, etc., c'est moins la subir et être plus libre à l'intérieur d'elle. Comme l'écrit Jean-François de Raymond, quelle raison d'être a le plan, sinon de servir de démarche intermédiaire pour récupérer le délai et dominer par avance quelque chose de l'imprévisible. La grille est en effet un intermédiaire, une sorte d'organe-obstacle qui permet en même temps qu'elle encadre, qu'elle limite. Comme le dit Bergson, l'élan est à la merci de la matérialité qu'il a dû se donner. Ça, c'est dans l'évolution créatrice, 3e partie, chapitre 2. La grille permettra de dominer quelque chose seulement de l'imprévisible. C'est à cette condition qu'il pourra y en avoir de l'imprévisible. À la lumière de ce que nous venons d'expliquer, je réhabiliterai, après l'avoir critiqué, la notion de spontanéité en tant qu'équilibre entre les deux registres du réflexe, de la réaction déterminée d'une part, et de la singularité inaugurale et imprévisible d'autre part. N'est-ce pas cela, la liberté ? Jean-François de Raymond propose une autre dialectique. La spontanéité créatrice de l'improvisation se situe entre la spontanéité réactive, le réflexe, et la création sans spontanéité, la réflexion. La créativité naît de son immersion dans un contexte de difficultés ou évocateur de possibles dont le désir anime l'effervescence. La spontanéité donne vie à la créativité qu'elle anime, la créativité donne un contenu à la spontanéité qu'elle informe. Il faut du réflexe, acquis grâce aux techniques apprises, pour répondre à l'urgence de la situation, mais il faut une part de réflexivité pour que ce réflexe ne soit pas pur mécanisme. Toutefois, l'improvisation n'a pas le temps de la réflexion intellectuelle, qui peut être aussi créative. Ainsi, c'est cette spontanéité comprise comme équilibre entre réflexe et imprévisibilité qui insuffle l'élan vital aux idées originales, créatives du musicien. La créativité seule serait trop longue à s'exprimer et ne pourrait improviser, mais sans créativité, la spontanéité, comme trait de caractère, ne servirait à rien, elle serait aveugle comme l'intuition sans concept dont parle Kant. 2. La création continue d'imprévisibles nouveautés. Citation extraite de La pensée et le mouvement d'Henri Bergson. 1. La formativité. Citation de Jean-François de Raymond. L'improvisation unifie l'homme avec lui-même et avec le métempirique. Elle fait coïncider un instant, l'existence actuelle et l'essence se faisant, ni essence venant à l'existence par maturation, déroulement ontologique de la conception sans l'existence fulgurante, ni existence sans contenu. Si le terme de décision peut paraître inapproprié pour l'improvisation, c'est aussi parce qu'il peut évoquer une vision de la temporalité vécue qui ne semble pas correspondre à celle de l'improvisateur. Il n'y a pas plusieurs instants de décision, car l'instant n'est jamais un point spatial pour l'improvisateur, mais une qualité du temps vécu comme continuité imprévisible et neuve. Le jazzman agite en faisant sien le temps en même temps qu'il l'accomplit, comme l'écrit Giorgio Agamben dans Le temps qui reste. Ce processus, qui est une expérience, a été conceptualisé par Luigi Peresson sous le terme de formativité, qu'il définit comme un certain faire qui, tout en faisant, invente la façon de faire, une production qui est, en même temps et indissociablement, invention. L'art a ici la spontanéité irréfléchie qu'à l'action dans la nature. Ainsi, Jankélévitch semble décrire ce processus au premier paragraphe de L'aventure, l'ennui, le sérieux. C'est un commencement qui ne cesse de commencer, une continuation de recommencement au cours de laquelle la nouveauté germe et surgit à chaque pas. Telle est l'aventure minute, la minuscule aventure de la minute prochaine, celle que nous réserve l'instant imprévisible de la minute en instance et qui fait battre le cœur. Dans la Cricket Song, chacune des phrases d'Ella Fitzgerald se déduit de la précédente sans pour autant qu'on puisse savoir celle qui suivra. L'expérience de la nécessité est un sentiment qui, éprouvé par la chanteuse lorsqu'elle chante, donne le jour à un édifice tout à fait constitué, mais qu'elle n'a pas construit ailleurs que dans l'instant où elle l'a formulé. Elle ne savait pas où elle allait, et pourtant c'était parfaitement construit. Elle n'avait pas besoin de le savoir davantage, elle n'avait pas besoin de surplomber sa propre chanson. En improvisation, l'action n'est pas dissociable de la pensée, l'inspiration n'est pas ailleurs que dans l'action. C'est l'improvisation qui permet de les exprimer comme une seule et même chose. Sans elle, l'inspiration ne serait que pieuse intention dépourvue de sens, dit Jean-François de Raymond. De la même manière qu'on n'éprouve pas abstraitement une émotion de tristesse, par exemple, avant qu'elle ne s'exprime physiquement par les pleurs, on ne prend conscience d'une émotion qu'en l'exprimant, comme le défend Collingwood qui étend cette idée à la production artistique, on ne découvre ce qu'on voulait jouer qu'en le jouant.
On a l'inspiration de sa technique et l'aptitude improvisatrice de son savoir-faire. L'improvisateur s'inspire de ce qu'il fait et trouve en faisant, ce qu'il trouve relançant son acte de même que son acte le fait encore trouver, à la jonction de l'extemporanéité, puisque c'est hors du temps qu'il trouve, et de la contemporanéité, puisque l'action et l'inspiration se relancent l'une l'autre. Ça c'est Jean-François de Raymond. La formativité est ainsi autocréatrice. Lorsque Jean-François de Raymond dit que l'improvisateur s'inspire de ce qu'il fait, on peut entendre des notes et des rythmes qu'il vient de jouer, c'est-à-dire du contenu de sa production, bien sûr. Mais on peut aussi entendre qu'il s'inspire de son mode de production lui-même, de sa manière d'agir, c'est-à-dire en improvisant. C'est pourquoi, si l'improvisation agit suivant un pressentiment, inversement le pressentiment de ce qui va se produire et ne s'est pas encore déclaré se révèle souvent par l'improvisation. Ouais, c'est encore Jean-François de Raymond. Il faut que l'improvisateur se mette à jouer, à agir, pour que l'inspiration continue, ce qui montre bien que la délibération ne précède pas la décision. Ainsi, lorsque Pierre Lavoie déclare dans un article intitulé « L'improvisation, l'art de l'instant » qu'il ne faut pas confondre improvisation et défoulement, car on n'improvise pas, on ne devrait pas du moins, si l'on n'a rien à dire, on a envie de demander « Comment savoir si on a quelque chose à dire, si l'improvisation consiste précisément à découvrir ce que l'on a à dire en improvisant ?» 2. La sérendipité. Le mode de l'invention de l'improvisation est en effet celui de la découverte inattendue, c'est-à-dire de la sérendipité. C'est pourquoi Rousselot parle de poétique de la sérendipité. Il s'agit de l'esthétique versatile et singulière du discours improvisé, résultant des trouvailles inattendues et des inventions fortuites occasionnées par une recherche curieuse et par le hasard. Elle atteste de la capacité de l'improvisateur à tirer profit des circonstances imprévues. La sérendipité naît de cette recherche curieuse de l'action. Elle n'est ni pur hasard, ni préméditation, et ne représente une trouvaille que pour des esprits déjà attentifs, prompts à saisir le kairos et aptes à en mesurer la valeur. Le champ sémantique du trajet ou du chemin caractérise pour le mieux la sérendipité. Emprunter les sentiers battus et entrevoir le chemin de traverse qui mène à de lointains territoires musicaux, inconnus ou inusités, écrit Mathias Rousselot, page 56 de son livre. De notre côté, nous utiliserions cette même image du sentier de façon un peu différente pour montrer que l'apparition de la mélodie improvisée est solidaire du geste même par lequel on dévoile sa présence. Les deux sont inséparables. C'est comme lorsque vous marchez au milieu de la broussaille en forêt et que vous avez paradoxalement, parce que c'est le chemin que vous empruntez, le sentiment de suivre un sentier. En fait, vous forgez le sentier en le découvrant. L'apparition de la mélodie improvisée est à la lisière du geste par lequel on croit qu'on la découvre et du geste par lequel on la forge. On la forge, en fait, en la découvrant, comme les concepts en philosophie. Ainsi, lorsqu'en 1953, un anonyme tordit le pavillon de la trompette de Dizzy Gillespie d'environ 45 degrés vers le haut, juste avant une performance, au lieu de réparer son instrument, celui-ci décida de conserver cette altération au point de se faire fabriquer une réplique de ce qui allait devenir sa marque de fabrique la plus reconnaissable, rapporte Clément Brèche dans sa thèse. Ou encore, le 19 mai 2017, le trompettiste Avishai Cohen, engagé dans une improvisation seul sur scène lors du concert de son quartet à la Maison des Océans à Paris, se rendit compte que la configuration de la salle était telle que ces longues notes arrivaient à mettre subtilement en résonance, par sympathie, les cordes du piano ouvert. Plutôt que de traiter le phénomène comme une hypothétique gêne, le musicien décida alors au contraire de poursuivre son improvisation en plaçant délibérément son pavillon au plus près de la table d'harmonie de l'instrument vacant, sous le couvercle, cherchant dès lors à provoquer de nouveau et plus intensément sa découverte pour la développer. Cela aurait-il pu se produire si Avishai Cohen n'était pas déjà en train d'improviser ? Comme l'avance Steve Larson à propos de Bill Evans dans son article Composition versus Improvisation, les relations musicales sophistiquées n'arrivent pas seulement dans les sections composées, mais aussi dans les sections qui impliquent un peu d'improvisation. En fait, je soupçonne que certaines de ces relations musicales sont là parce qu'elles ont été improvisées. La complexité n'est donc pas l'apanage de la composition, même, sinon surtout, en jazz. Pourquoi la situation d'improvisation tend à susciter le processus de sérendipité, souvent de façon plus sophistiquée que la composition ? Les études présentées dans l'article Mind Wandering and Musical Creativity in Jazz Improvisation par Pedro T. Palares, Diogo Branco et Oscar F. Gonçalves tentent à nous l'expliquer. Plusieurs études ont révélé un impact négatif du vagabondage de l'esprit sur des processus cognitifs tels que la mémoire de travail, l'attention soutenue ou l'inhibition de la réponse. Cependant, il existe de plus en plus de preuves que le vagabondage de l'esprit peut bénéficier à la cognition créative. La sérendipité, comme l'improvisation en jazz, n'est donc pas une question d'effort intellectuel, mais bien plutôt de relâchement, d'attention flottante, comme le disait Freud à propos de l'état mental requis pour l'analyste. À l'image de Montaigne, l'esprit progresse à sauts et à gambades, et trouve ainsi des trésors auxquels il n'aurait jamais pu penser sans cet état d'esprit. Comme l'écrit Mathias Rousselot, le public aime l'improvisateur comme il aime le grand sportif, capable de se surpasser pour atteindre un objectif semblant irréalisable. Dans le feu de l'action, il est capable de fulgurance. Dans l'imaginaire, l'improvisation relève de l'exploit et personne n'est insensible à la difficulté de l'épreuve. Irréalisable, exploit,
L'improvisation relève en effet de la performance, et Rousselot permet de penser que ce que le public admire n'est pas tant son résultat en lui-même que la capacité mentale et physique de tirer du quasi-néant quelque chose de construit, quelque chose qui se construit sur l'instant sans pensée prédéterminante. 3. L'aventure. Citation de Vladimir Jankélévitch dans L'aventure, l'ennui, le sérieux, page 38. L'aventure qui s'arrondit en œuvre d'art n'est plus une aventure, mais une œuvre dont l'échéance se perd dans les aléas indéterminés de la futurition devient aventureuse et cesse d'être une œuvre d'art. C'est l'ouverture dans le temps qui décide de l'aventure. Ainsi l'aventure est en quelque sorte une œuvre fluente et mobile et toujours inachevée. Quoi de plus mobile, fluente et inachevée qu'une improvisation musicale ? Cette pratique qui trouve en faisant formativité et progresse par exploitation féconde du hasard, sérendipité, culmine dans la démarche aventureuse décrite ainsi par Jankélévitch. L'événement n'est qu'une date sur le calendrier, mais l'avènement se devine comme l'avant d'un mystère. L'événement advient trop tard pour l'aventure. Je suis face à face et nez à nez devant lui, il n'est plus temps d'affronter avec courage ce présent flagrant. Au contraire, l'avènement est l'instant en instance. Non plus l'actualité en train de se faire, ni au fur et à mesure qu'elle se fait, mais encore sur le point de se faire. Pour l'homme aventureux, la contemporanéité du se faisant est presque aussi posthume déjà que la rétrospectivité du tout fait. Bien plus qu'à la contemporanéité, l'aventure est liée à l'extemporanéité de l'improvisation. L'aventure permet donc de penser un dépassement de la formativité en faveur d'une certaine prise sur le temps qui aboutit à l'avènement. Cette prise sur le temps, cette extemporanéité, se définit dans les textes de Jankélévitch et de Jean-François de Rémond par une sorte d'avance presque magique qui n'est pas censée être possible. À temps, quand il s'agit de la brévissime occasion, cela veut dire un peu en avance, ou inversement, celui qui intervient juste à temps arrive trop tard. Si on veut être présent au rendez-vous, il faut que l'occasion soit un pas encore. Il faut au minimum que l'advenue de l'événement soit un avenir à peine à venir et presque présent, mais pourtant encore à venir. En effet, saisir l'occasion juste à temps en musique, c'est déjà être en retard, car il ne peut suffire d'attendre qu'elle arrive pour la saisir. Là est tout le paradoxe. Comment saisir une occasion qui ne s'est pas encore présentée ? L'idée est que la formativité s'exprime aussi bien dans le rapport même à l'occasion que dans la continuité de l'acte improvisé. L'occasion est forgée en même temps qu'elle est saisie. La seule façon de surprendre le changement à temps, c'est-à-dire hors temps, extempore, c'est de devancer le temps, c'est-à-dire d'improviser au lieu de le suivre par une imagination rétrospective, ce qui fait gagner à la fois dans l'ordre de la connaissance et dans celui de la liberté. Ça, c'est Jean-François de Rémond. Ce vocabulaire de l'avance se trouve à de nombreuses reprises dans l'ouvrage de Jean-François de Rémond, excellent lecteur de Jankélévitch. La spontanéité devance ainsi un avenir mystérieux et attractif à la fois. Le pressentiment de l'imminence incite l'improvisation, devançant l'attendu pour l'atteindre sans délai ou provoquant magiquement son avènement miraculeux. Il faut faire vite pour aller au rythme du temps et le devancer si possible, avoir su le précéder pour s'y abandonner en trouvant enfin une coïncidence avec lui, immobile à grands pas, selon l'expression de Valérie. Ainsi l'improvisation, devançant légèrement le temps, adapte-t-elle ses actes à son rythme. L'imprévu des idées du musicien fait que l'avenir paraît avoir un coup d'avance sur le présent dont on voudrait le déduire. Ça, c'est dans L'Esprit artificiel de Raphaël Enthoven. Pour mieux comprendre ces propos théoriques, il convient de revenir à ce qu'en disent et font les musiciens. Michel Portal, saxophoniste et clarinettiste de jazz aussi bien que classique, disait ainsi de Coltrane, c'est quelqu'un qui cherche, et qui est en avance. C'est dans John Coltrane de Frank Medioni. Bien sûr, on peut comprendre en avance sur son temps, au sens de sa situation dans l'histoire du jazz, mais aussi en avance sur le temps de sa vie, sur l'instant, en avance sur lui-même. Cette situation est rendue possible par un certain rapport à soi. L'aventureuse est à la fois engagée, comme on dit si souvent aujourd'hui, et désengagée, mais de telle manière que l'engagement l'emporte dans une grande mesure sur le dégagement et le détachement, écrit Jankélévitch, semblant faire référence au concept de spectateur engagé de Raymond Aron. Spectateur du monde dont nous faisons partie, il est rare que nous puissions être les deux à la fois. Chez Jankélévitch, cela prend la forme de la métaphore d'un papillon qui voudrait connaître la chaleur de la flamme d'une bougie de l'intérieur. Mais s'il la connaît, que restera-t-il de lui sinon une pincée de cendre ? Ainsi, soit il ne connaît pas la flamme, mais il l'est, soit il la connaît, mais il n'est plus. Néanmoins, l'improvisateur dépasse ce paradoxe car, comme dit Jean-François de Rémond, jamais absorbé dans son acte, il vit la durée sans s'y perdre ou s'y oublier, il la conduit sans y rester étranger comme l'exécutant à l'œuvre qu'il interprète. Autrement dit, il est dans un état qu'on dirait aujourd'hui de pleine conscience, mindfulness, c'est-à-dire sans conscience du tout, car l'action exige la nescience, c'est-à-dire l'inconscience de soi en train de faire ou d'agir. Quand on interroge un pianiste virtuose sur la façon dont il joue les études transcendantes de Liszt ou de Lyapunov, ses doigts bafouillent, dérapent et il fait une fausse note. Mais quand on ne lui demande rien, il s'assied au piano et joue les études aussi naturellement que les petites filles jouent leur sonatine de Diabelli, dit Jankélévitch au chapitre 2 de Quelque part dans l'inachevé. Une chose est d'avoir conscience de ce qu'on joue ou chante pour ne pas jouer machinalement, tout autre d'avoir conscience de soi en train de jouer ou de chanter.
ce naturel irréfléchi que doit avoir l'action dans la vie. Demandez-vous comment vous parvenez à descendre ces escaliers aussi vite, et vous manquerez une marche, est le même nécessaire à l'artiste, et particulièrement à l'improvisateur. Mathias Rousselot conclut son étude sur l'improvisation musicale sur la théorie du flux, dont le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, il est le concepteur du flux, voir notamment à ce propos Flow, the Psychology of Optimal Experience, nous donne la définition. Être en état de flux, c'est être complètement impliqué dans une action pour elle-même. Selon lui, en état de flux, l'ego disparaît, le temps passe vite. Chaque action, chaque mouvement, chaque pensée découle inévitablement de la précédente. C'est comme jouer du jazz. Votre être tout entier est impliqué et vous utilisez vos compétences à l'extrême. Il n'est pas anodin que l'exemple pris comme paradigmatique soit celui du jazz. Ce n'est pas que seule l'improvisation jazzistique permette cet état, mais c'est qu'elle l'exige explicitement. C'est son but. Cet état de flux, le pianiste Richie Beckx semble le rapprocher de la folie. Dans ces moments-là, il faut être prêt à réagir à ces impulsions, se mettre dans un état spécial, proche de la folie, qui permette à vos mains de répondre dans l'instant à ce que vous leur demandez, sans passer par la conscience. C'est seulement à cette condition que vous êtes en mesure d'écouter véritablement les autres musiciens à vos côtés, et c'est là que se joue toute la spécificité du jazz. Pourquoi fait-il ce rapprochement ? On peut soupçonner que ce qui le fait parler ainsi est la conscience du caractère hors norme d'un tel état, du miracle auquel il tient presque, de son impossibilité au quotidien, au risque peut-être de devenir fou. Jankélévitch a non seulement parlé de cet état de savoir et d'être en même temps, mais il en était lui-même un parfait exemple. L'improvisation est, comme il le dit, l'expérience de la nécessité et de l'aventure. Il ne faut pas se regarder improviser, et il ne faut pas se débarrasser de soi-même, mais être débarrassé du moi, l'ego disparaît. L'improvisation désigne ce moment où l'on ne sait pas où l'on va, mais où l'on s'y rend d'un pas décidé. Mathias Rousselot. L'improvisateur est emprisonné dans le paradoxe de l'ouverture et du flux. Il laisse sa pensée diverger, pour enfin se focaliser sur un horizon qui semble propice à l'accomplissement de son destin. Ce paradoxe oblige l'improvisateur à acquérir une compétence, celle de la maîtrise du temps, la compétence de l'instant, cette capacité si rare permettant de saisir l'infinie transition entre ce qui est et ce qui sera. L'improvisateur aime cette mise en suspens perpétuelle du présent, mais il sait surtout la percevoir, la ressentir, il en est à chaque instant le témoin. Ainsi, la véritable aventure, c'est l'arrivée de ce à quoi on s'attend, car on l'a pressenti, et qui, quoi qu'on s'y attende, arrive quand même, alors qu'on l'a ajourné par le geste même de l'attente. C'est la qualité de l'événement lui-même. L'écart que l'individu entretient avec lui-même, qui fait qu'on est tantôt spectateur, tantôt vivante, et qu'on n'arrive pas à être les deux à la fois, est réduit par la temporalité induite par l'aventure. L'introduction de l'aventure dans notre existence, c'est-à-dire d'un écart objectif entre le présent et ce qui n'est pas encore, que cette compétence de l'instant dont parle Rousselot permet de maîtriser, le gonflement de l'instant par l'attente qui en est grosse, le pressentiment de quelque chose, un peu comme la peur d'ailleurs, nous aide paradoxalement à être tout en sachant ou à savoir tout en étant. Il faut la médiation de cet écart par l'aventure. Le paradoxe de l'aventure, c'est qu'elle réconcilie l'existence et la connaissance par la temporalité, c'est-à-dire par l'écart qu'elle introduit dans notre action. La tension de l'être et du savoir, Jankélévitch la rejoue au futur. C'est l'aventure, soit l'expérience de l'être qu'on prend par surprise en le devançant, ou qui nous prend par surprise, parfois. Le contemporain de soi-même, c'est l'aventurier chez Jankélévitch, autant dire l'improvisateur, parce que son activité le met en avance sur son temps, mais légèrement, juste assez pour saisir l'infime transition entre ce qui est et ce qui sera. Chapitre 2. La décision de faire et de s'exprimer, un grand risque qui implique un grand courage. Le vrai rapport de l'improvisation jazzistique à la liberté. Tout ce que je sais, disait Keith Jarrett, c'est que l'improvisation, c'est l'art de s'oublier, ce qui suppose l'acceptation du risque et de la critique. Ça, c'est d'Ibrahim Malouf dans Petite philosophie de l'improvisation. 1. Danger, risque, angoisse du vide. Comme toute aventure, l'improvisation comporte un risque. Qu'on ne parvienne plus à rester dans ce mouvement continu et irréversible, que les idées viennent à manquer. On peut percevoir une hésitation de la part d'Ella Fitzgerald au début du deuxième pont de la Cricket Song, suivie d'une mélodie un peu fausse, en dehors de l'harmonie, lorsqu'elle chante « Well, I'm making this little tune-up for you, and when I'm through », je fais cette petite chanson pour vous, et quand j'en aurai fini. Les paroles ne font plus que décrire ce qu'elle est en train de faire. Mais comme inspirée par ce manque d'inspiration, elle continue ainsi. Somehow the melody we got up there, well I guess it's time for me to go now. La mélodie que nous avons obtenue là d'une manière ou d'une autre, eh bien, j'imagine qu'il est temps pour moi de partir. Elle fait alors quelque chose de similaire à ce que Pascal exprimait ainsi dans ses pensées. Pensée échappée, je la voulais écrire, j'écris au lieu qu'elle m'ait échappé. La pensée 459-542. Il a une idée qu'il veut écrire, et elle lui échappe comme cela arrive malheureusement très souvent. Mais au lieu de s'en lamenter, il décide d'écrire qu'une idée vient de lui échapper.
Le trébuchement a librement été intégré, au même sens que Spinoza dit qu'il faut ramener toutes les idées, même les plus sottes en apparence, aux conditions de possibilité de leur existence, de leur présence. Elles ne sont pas sottes pour rien, voire elles ne sont pas sottes du tout, si on les rattache à leur histoire. Ainsi, Ibrahim Malouf écrit dans sa petite philosophie de l'improvisation « Je cherche à ne jamais regretter une musique ou une note, même mes erreurs lorsque je les joue de tout mon cœur pour de bonnes raisons. » Nous reviendrons plus tard sur cette notion d'erreur en jazz. Non seulement il est possible de bien commencer une improvisation, puis de se retrouver à court d'idées, mais il ne faut pas non plus sous-estimer la terreur que peut susciter la situation d'improvisation en soi. Citation d'Ibrahim Malouf. « Se lancer dans une improvisation me fait penser à un saut en parachute. Le plus inquiétant n'est pas la chute, mais le moment où l'on se jette dans le vide. Rien n'est plus comme avant, il n'est plus possible de revenir en arrière, le vertige nous prend et on doit accepter cette vulnérabilité qui nous offre l'occasion de laisser place à l'essentiel. Respirer et être, tout court. Et puis l'atterrissage tout aussi vertigineux. Comment va-t-on se poser ? Si la chute s'est bien passée, il ne faut pas gâcher toute l'expérience au moment de l'atterrissage. On peut se faire très mal, et plus on s'approche du sol, de la fin de la chute, plus c'est inquiétant, car on sait qu'il va falloir donner tout son sens à cette chute en posant ses pieds avec le plus de délicatesse possible. » Le trompettiste Ibrahim Malouf décrit parfaitement ici la peur du vide, encore supérieure à celle du ratage, la chute, qui peut advenir au milieu de l'improvisation. On doit accepter cette vulnérabilité qui nous offre l'occasion de laisser place à l'essentiel, respirer et être tout court. Il est intéressant de noter que la peur qui s'exprime a pourtant pour objet quelque chose de salvateur pour nous, de l'ordre de la santé, respirer. On a peur de ce qui est bon pour soi. Être tout court demanderait-il du courage ? Selon le guitariste Marc Ribot, ça a surtout à voir avec la question du début et celle de la fin. Cette question nous renvoie à la question ontologique de rompre le silence plus qu'aucune autre expérience musicale, une décision. Et l'absence de son, ce silence, à la fin d'un tel moment, n'est pas suivi par l'ensemble des musiques écrites comme en classique. Il n'y a pas ce confort de l'histoire musicale passée. Il n'y a rien. J'intuite que c'est ça qui donne cette espèce de vertige et de nervosité à ceux qui commencent sur ce terrain-là. Et cette terreur montre qu'en musique aussi, le silence renvoie à la mort. On approche alors d'une terreur archaïque, sans doute, sans les poignées de la partition pour se tenir au bord du vide. On en revient à la question de Leibniz reprise en introduction. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et s'il n'y avait rien ? Et si, au moment où je suis responsable de remplir ce vide, de faire en sorte que le silence soit accueillant et non expression de l'angoisse du néant, je n'y parvenais pas ? Jean Kelevitch dit au chapitre 13 de quelque part dans l'inachevé, un débat infini. Nous disions de la continuation vécue, à la fois mue et freinée par l'organe obstacle, qu'elle ressemble au cycliste. Elle tient en équilibre parce qu'elle roule et elle tombe à droite ou à gauche lorsqu'elle s'arrête. L'action tombe en avant et sa solution évoque l'image d'une chute continuellement ajournée. Dans l'aventure de l'action s'accomplit à tout moment le miracle continué. De danger en danger et d'instant en instant, la chute est sans cesse reportée, le commencement sans cesse reconduit. L'action est le rebondissement continué d'une aventure toujours initiale, d'une initiation toujours aventureuse, et nous la vivons comme un beau danger, car elle n'est autre que le mystère du recommencement. Quitter l'état de flux dont nous parlions tout à l'heure, ce qui peut arriver contre notre volonté, c'est tomber. Ainsi, par peur de cette chute, nous avons tendance à préférer ne même pas risquer de sauter. La difficulté à surmonter ce danger, et donc l'admiration face à un tel exercice, vient aussi de ce que, pour conserver cette continuité qui n'admet aucune anticipation, il faut faire confiance à ce qu'on a décidé avant même que la décision n'arrive à notre conscience, comme nous l'avons vu avec les expériences de Benjamin Libet, et l'exprimer sans être certain du résultat. Il faut juste faire, se jeter à l'eau sans bouée de sauvetage. Comme l'écrit Tolstoï dans La guerre et la paix, cité par Jean-François de Raymond, il avait au fond de l'âme la conviction inavouée que tout irait bien, mais qu'il ne fallait pas le croire et encore moins en parler, qu'il fallait simplement faire ce qu'on avait à faire. Déontologie de l'improvisateur, éthique de l'action. Pourquoi ne faut-il pas croire cette conviction inavouée, et comment peut-on être convaincu d'une chose qu'on ne croit pas ? Peut-être simplement en n'y pensant pas. Il ne faut pas y croire pour éviter de devenir un cabotin arrogant qui se regarde faire. En ce cas, la conscience tuera l'action et la vertu de l'improvisateur du même coup. Pour que l'improvisation aventureuse opère, il faut que le risque soit pris en tant que tel. Il faut aussi, cependant, avoir suffisamment de confiance en ses propres ressources pour que le saut dans le vide ne paraisse pas un projet totalement suicidaire. Par sa situation de plus en plus irrévocable d'être devant le public, auquel il se donne en entier, s'étant coupé toute retraite, il n'a d'autre alternative que de réussir, qu'une conduite possible, faire, qu'un état d'esprit, la conviction, écrit Jean-François de Raymond. L'improvisateur ne se donne pas d'autre choix que de réussir parce qu'il ne se donne pas d'autre choix que de faire, ce qui revient au même. Que serait une bonne improvisation jazzistique ? Ne pas être en dehors de la grille en permanence, ne pas rester sur 2 notes et 2 rythmes tout du long, faire quelque chose d'élaboré sans que ce soit des trucs et des réflexes et ou une pure démonstration de virtuosité technique ? Difficile de dire positivement ce que serait une improvisation réussie. C'est pourquoi Ibrahim Malouf propose plutôt de se demander si elle a lieu ou non. Selon lui, une improvisation n'est pas ratée ou réussie. Elle est ou elle n'est pas. Et en effet, qu'elle soit statique, manque de prise de risque par peur d'être out par rapport à la grille, fausse, être out, ou trucs et réflexes, il n'y a alors pas vraiment d'improvisation. Le fait qu'il n'existe pas d'improvisation absolue ne signifie donc pas qu'elle ne peut pas avoir d'exigences spécifiques en termes de détachement d'éléments tout près. On improvise tous les jours, en permanence.
Mais Mathias Rousselot souligne que l'improvisation comme action totalement délibérée est sans doute propre à l'art, car au quotidien, on ne prend pas volontairement de tels risques par habitude. 2. Le plaisir. Ces risques ne sont pas non plus pris par pur masochisme. Quelle est donc la nature du plaisir retiré de l'improvisation jazzistique ? Pour Michel Portal, par exemple, l'improvisation est avant tout un besoin de liberté d'action, de spontanéité, d'inconnu. C'est donc une façon d'être en musique. Ainsi, l'inconnu, au lieu de rester cette source d'inquiétude terrorisante dont parle Nietzsche, devient source de joie. Façon d'être appliquée à la musique, ou bien façon d'être en musique. Peut-être la plus authentique, si l'on part du principe qui est le nôtre, que le premier jet est toujours improvisation, qu'on est en tête de composer ou d'improviser. Disant cela, nous suivons Wittgenstein dans sa façon de rendre la pensée de la musique... guide de toute réflexion philosophique. Pour le guitariste et bassiste Steve Lacy, la qualité attirante dans l'improvisation est ce qu'il appelle la fraîcheur. Cela a à voir avec cette idée de fil du rasoir, avec l'idée d'être toujours au bord du gouffre et prête à y sauter. Quand on s'y lance, on a beau avoir des années de préparation, une certaine sensibilité et une certaine expérience, cela n'en reste pas moins un saut dans l'inconnu. On peut en effectuant ce saut trouver des choses intéressantes qu'on ne parviendrait pas, je crois, à découvrir autrement. J'accorde plus de valeur à cela qu'à ce que l'on peut préparer. Mais je crois aussi fortement aux vertus du travail, surtout dans la mesure où justement il peut amener sur le fil du rasoir. Ce que j'écris nous mène au bord de ce gouffre inconnu et nous permet d'y trouver d'autres idées. Ce sont véritablement ces autres idées qui m'intéressent et qui, selon moi, constituent l'essence même du jazz. Ça, c'est dans Derek Bailey, l'improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique. Autrement dit, peu importe ce que j'écris, la grille et son thème, tant que ce que j'écris peut servir de prétexte à trouver autre chose dans l'instant du jeu. C'est ce jeu avec le danger auquel goûtent les improvisateurs sur scène. Ils expérimentent le vertige de la liberté, à la fois exposés au public, comme on s'expose au danger, et confiants dans leur savoir-faire et dans leur plaisir lui-même. Et un plaisir donc qui donne le courage de faire. 3. C'est ce plaisir qui leur donne le courage de faire. Quoi de plus difficile que de commencer, de faire sans savoir déjà faire ? Car improviser revient bien à cela. Bergson en parle dans ce passage de l'évolution créatrice. Il est de l'essence du raisonnement de nous enfermer dans le cercle du donné, mais l'action brise le cercle. Si vous n'aviez jamais vu un homme nager, vous me diriez peut-être que nager est chose impossible, attendu que, pour apprendre à nager, il faudrait commencer par se tenir sur l'eau et par conséquent savoir nager déjà. Le raisonnement me clouera toujours, en effet, à la terre ferme. Mais si tout bonnement je me jette à l'eau sans avoir peur, je me soutiendrai d'abord sur l'eau tant bien que mal et en me débattant contre elle, et peu à peu je m'adapterai à ce nouveau milieu, j'apprendrai à nager. Il faut brusquer les choses et, par un acte de volonté, pousser l'intelligence hors de chez elle. Faut-il ne pas avoir peur ou bien dépasser la peur par le courage ? Qui n'a pas peur n'est pas réellement courageux, mais seulement inconscient. Mais en effet, la peur cesse de paralyser lorsque rien ne semble plus important que d'agir. Sauter dans le vide, se jeter à l'eau, est donc pour Bergson pousser l'intelligence hors de chez elle. Ce n'est pas supprimer l'intelligence, mais la faire sortir de sa zone de confort, à savoir la rationalité. Il peut paraître irrationnel, même contradictoire, de se risquer à faire ce qu'on ne sait pas déjà faire. Pourtant, notre intelligence devra nous servir à le faire, poussée par la spontanéité inventive. Le commencement est le remède au vertige provoqué par l'appréhension du commencement. Il assure l'improvisateur en comblant le vide qui le précède, écrit Jean-François de Rémond. Il faut donc l'advenue de cet acte du commencement pour que la peur du vide s'estompe. Elle ne le pourra pas avant ça. C'est pour cette raison qu'il rappelle, page 169 du même ouvrage, que rien ne se fait si on se borne à rechercher d'abord et à rassembler les conditions de possibilité de l'action. Sa fécondité se réalise au fur et à mesure par son fait même. L'action créera le possible en même temps que le réel. Si le courage est donc de commencer, c'est parce que cet acte indique la confiance dans le devenir, dans le fait que l'issue est toujours et de toute façon en avant, comme le dit Jankélévitch après avoir répondu à l'objection selon laquelle il ne serait pas courageux de se conformer à ce qui ne peut être autrement, de suivre le sens de toute façon obligatoire où nous entraîne le devenir. Ce sens est obligatoire, et il faut du cœur, c'est-à-dire à la fois du courage et de la sensibilité, pour l'admettre, pour voir et accepter le réel. Citation, on devrait plutôt demander quel courage y a-t-il à faire mine d'aller contre l'impossible ? Quel courage y a-t-il à faire semblant ? C'est donc l'impossible qui est facile, puisqu'il n'est pas fait pour être fait, et c'est au contraire le possible qui est difficile et périlleux, qui exige audace et courage. Car on n'a pas d'excuse de démissionner quand le pouvoir s'exerce dans le sens du possible. Oser faire ce qu'effectivement on peut faire, utiliser à fond la latitude que nous laisse le progrès. Voilà le courage viril par excellence. L'homme qui croit revenir en arrière dans le temps ressemble au voyageur perdu en forêt dont nous parle Descartes à propos de la seconde maxime de sa morale provisoire. Le meilleur moyen d'en sortir n'est pas de s'affoler, d'aller et venir et de tournoyer parmi les arbres, mais de marcher tout droit dans le même sens. Le courage est aussi dans le fait de surmonter une certaine frustration dont parle François Nicolas.
En cette tension toujours supportée entre l'impératif d'arrêter pour mieux poursuivre ce qui vient singulièrement d'être donné et la nécessité de continuer malgré cela dans le temps réel de la représentation, sied le courage propre de l'improvisation. L'improvisateur, en particulier de jazz, car la grille se déroule sans arrêt, ne peut pas s'arrêter sur ce qu'il vient de faire pour le continuer de ce qu'il estimerait être la meilleure des manières. Il peut faire des silences, bien sûr, mais intégrés au discours musical. Il ne saurait durer le temps d'une mûre réflexion. Là se trouve encore le rapport de l'improvisateur à la mort. Confronté à l'angoisse du vide, il doit également faire perpétuellement le deuil des idées qu'il vient de sortir à son insu. Enfin, il doit faire sauter les inhibitions qui paralysent sa spontanéité. Cela également demande du courage, pour une raison que nous développerons dans la troisième partie de ce mémoire. 4. La liberté. Si l'improvisation jazzistique est synonyme de liberté, ce n'est donc pas en tant qu'on y serait indéterminé, mais plutôt, d'abord, parce que réussir à la pratiquer signifie se débarrasser de ses inhibitions. Alors, au lieu d'être déterminés par nos peurs, nous le sommes par la grille, notre apprentissage et, nous le verrons, notre personnalité. La pratique de l'improvisation contribue à dissoudre les obstacles psycho-affectifs qui l'entravent, écrit Jean-François de Rémond. Les techniques s'identifient à des thérapeutiques dont beaucoup utilisent l'improvisation. Apprendre à improviser est apprendre à revivre. Ainsi, il s'agit plutôt de reconnaître l'aptitude à la pratique improvisatrice comme témoignage de santé et l'improvisation comme régime pour recouvrer cette santé. On est loin, n'est-ce pas, de l'improvisation en préparation honteuse. L'improvisation est donc à la fois témoignage de santé et moyen pour aller vers la santé, et les musiciens l'ont tout à fait remarqué. Ainsi, plus nous apprenons à improviser dans notre vie, plus nous allons dépasser nos peurs. Plus nous dépassons nos peurs, plus l'improvisation sera libre et aisée, audacieuse et intéressante, nous dit Ibrahim Malouf. Notons ici qu'il faut commencer par improviser pour dépasser ses peurs, et cette improvisation première rendra les suivantes plus intéressantes, libérées de la paresse et de la recherche du confort. Malouf encore. On est face à un double mouvement à observer. Plus on pratique l'improvisation, plus on apprend à lâcher prise, à accepter le vide et l'inconnu. Et parallèlement, plus on pratique le lâcher prise, plus on accepte le vide et l'inconnu, plus l'improvisation devient fluide et étonnante. Lâcher prise, c'est-à-dire cesser de lutter, de s'enfermer tout seul dans des discours musicaux limités par peur de se vautrer, alors que c'est précisément en cessant de résister qu'on augmentera ses capacités. De la même manière qu'il est contre-intuitif et pourtant plus efficace pour supporter la température, de cesser de grelotter lorsqu'il fait très froid et de relâcher ses muscles. Jean Kelevitch, dans l'aventure, l'ennui, le sérieux, a parfaitement décrit ce paradoxe du timide, étymologiquement le craintif, qui se limite par peur de rater, alors que c'est en se limitant qu'il rate. Cherchant l'aventure, le timide veut et ne veut pas, veut ce qu'il ne veut pas et ne veut pas ce qu'il veut par un mélange de volonté et de nolonté. Il veut, en quelque sorte, d'une nolonté voulante assez analogue à la haine amoureuse. Osera-t-il vouloir sans vouloir tout en voulant? Voilà, n'est-il pas vrai, la volonté normande de l'homme tenté, réticent, attiré par son débat lui-même et par sa réserve intérieure. L'homme brûle de faire ce qu'il redoute le plus. Curiosité passionnée et délicieuse horreur, la tentation de l'aventure n'est pas sans rapport avec le vertige. Il veut ce qu'il ne veut pas, c'est-à-dire qu'il veut ce bonheur de l'improvisation qu'il soupçonne, mais ne veut pas l'angoisse qu'elle suppose, comme toute activité vraiment libre. Il ne veut pas ce qu'il veut, parce qu'il veut la liberté sans l'angoisse, c'est-à-dire ne la veut pas vraiment, la liberté est entière, ou elle n'est pas. Improviser sur la grille d'un standard de jazz face à un public comporte le risque du silence, du manque d'idées, de se perdre dans la structure, de jouer faux, de se rendre ridicule. L'improvisation est un acte de liberté parce qu'elle consiste à surmonter l'angoisse en assumant courageusement la liberté qui est la nôtre, sans quoi celle-ci reste lettre morte. Qui dit liberté dit responsabilité, ici celle de la production musicale en temps réel. Sans liberté, l'improvisation se dégrade en rumination d'un passé qui ne veut pas passer. Sans improvisation, la liberté se limite à la décision rationnelle, écrit Jean-François de Rémond. Car sans liberté, l'improvisation n'en est pas une, mais n'est que répétition de l'antérieur. Et sans l'élan de l'improvisation, la liberté ne serait que froid calcul, dont serait absente toute spontanéité. L'improvisation permet de penser une liberté qui s'exprime pourtant spontanément, c'est-à-dire en partie par réflexe, ce qui serait contradictoire avec l'idée même de liberté si cette spontanéité n'était pas aussi singularité inaugurale et imprévisible. Comme le résume magnifiquement Jean-François de Rémond par cette formule, la liberté du commencement, c'est le commencement de la liberté. Chapitre 3. Comment apprendre à improviser. 1. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Apprendre à faire sans apprendre un contenu. Pour s'améliorer, puisqu'improviser c'est faire confiance à ce qu'on a déjà décidé sans le savoir, il faut travailler sa culture, sa technique, et s'entraîner à l'exercice pour assurer la solidité de ce qu'on aura décidé. Mais on ne peut donc pas apprendre à quelqu'un à improviser, il faut faire. On apprend à improviser en improvisant. Comme le joueur de sitar. On ne peut jouer de la sitar avant d'apprendre, or pour apprendre il faut jouer de la sitar, or comment jouer de la sitar avant d'avoir appris? C'est le premier problème que pose l'apprentissage d'une telle pratique. Le second, c'est que s'améliorer en improvisation consiste, comme l'a montré Clément Brèche, à améliorer sa capacité à ce qu'il appelle la quête poético-caïrique.
Or, non seulement saisir l'occasion ne s'enseigne pas, mais encore, comme il l'écrit, tout savoir potentiel acquis après une prise au kairos singulière devient alors ipso facto obsolète. La prochaine occasion sera tout autre. Pour être sûr de ne pas être en dehors de la grille, un apprenti improvisateur en jazz pourrait, par exemple, se contenter de jouer dans ses solos les notes composant chaque accord sur lequel sa mélodie se pose, ou pourrait apprendre par cœur des mélodies qu'il soit assuré de pouvoir poser dessus, comme l'élève de la leçon d'UNESCO apprend tous les résultats de toutes les multiplications possibles par cœur sans savoir compter. La véritable connaissance se mesure évidemment à la capacité de faire n'importe quel calcul ou d'improviser sur n'importe quelle grille. Comme savoir lire, c'est être en capacité de lire n'importe quel mot d'une langue et non apprendre des pages d'un livre par cœur et ainsi pouvoir dire ce qui y est écrit en les regardant alors qu'on ne sait en fait pas déchiffrer les mots. C'est pour cela que, si un musicien improvisait un solo qui s'avérait formellement identique à un ancien solo qu'il aurait improvisé quelques heures, jours, mois ou années auparavant, il faudrait être prudente avec l'idée qu'il se serait répété, comme dit Danto. L'élan n'aura pas été le même. Bref, aucune science ne peut révéler le secret du kairos. Alors, il s'agit avant tout d'adopter et travailler ce qui pourrait être qualifié de posture face au réel, d'attitude générale, bien plus que d'acquérir une palette de techniques idoines ou d'apprendre ses gammes. Entendons-nous, il est nécessaire d'apprendre ses gammes, mais non suffisant. Quel serait alors le rôle d'un professeur dans une telle perspective? Faudrait-il penser comme Ibrahim Malouf que l'improvisation ne s'enseigne pas, mais qu'elle s'apprend? Étant lui-même professeur d'improvisation, on peut douter qu'il estime son rôle complètement inutile. Pour Jean-François de Rémond, l'apprentissage de l'improvisation relève plutôt de celui de l'initiative. L'improvisation est initiative perpétuelle. Ceci renvoie chacun à lui-même. On ne peut se mettre à la place de quelqu'un et commencer pour lui. L'apprentissage prend alors la forme des techniques d'incitation au commencement. Faites vous-même, en ce qui vous concerne et à votre façon. Mais on n'apprend pas à commencer. Il faut être mu par un dynamisme, un désir. Mais quelles seraient ces techniques d'incitation au commencement? Peut-être relèvent-elles de qualités tout autres que musicales, à savoir la bienveillance et, surtout, la confiance. Il est bien connu que la confiance que place un professeur dans son élève peut faire des miracles. C'est en cela, surtout, que le professeur d'improvisation est un exemple à suivre pour ses élèves. Il leur dit en quelque sorte « Ne jouez pas ce que je joue, mais faites ce que je fais. Imitez-moi dans mon inimitabilité. » Cependant, la dernière phrase de Jean-François de Rémond révèle cette vérité. On ne peut qu'inciter à commencer, soit à réveiller une capacité qui serait déjà en l'élève, celle de désirer. Le meilleur résultat de l'apprentissage serait de faire naître le désir d'improviser, écrit-il alors. C'est ainsi qu'on apprend à faire sans apprendre un contenu. Car si vraiment il y a désir d'improviser, cela signifie qu'il y a admiration des improvisateurs, passion qui donnera le même désir de liberté, du risque et de l'inconnu, car il y a alors compréhension que l'une ne va pas sans l'autre, et goût du travail. Jean-François de Rémond propose un début de méthode pour éveiller ce désir. Il faut d'abord briser le pseudo-savoir intérieur dont l'assurance obstrue toute recherche. Ce n'est pas l'ignorance qui stérilise, mais la méconnaissance qu'il faut dissoudre pour faire affleurer la conscience d'ignorer qui permet le désir de savoir. Ainsi, l'apprentissage de l'improvisation suppose-t-il une protreptique de l'être qui se dégage des obstacles intellectuels et affectifs, opinions et inhibitions, de même qu'apprendre à philosopher réclame qu'on fasse œuvre ou vœu de pauvreté, selon l'expression par laquelle Husserl désignait l'entreprise de Descartes dans Méditation cartésienne, introduction 1. Mais le désir d'improviser n'est-il pas plutôt désir d'ignorer, en tout cas d'ignorer ce que l'on va faire? En effet, si Descartes souhaitait lever ses propres opinions et inhibitions, c'était dans le but de trouver une vérité première indubitable. Il semble que l'entreprise d'improvisation jazzistique soit tout autre. Les peurs et les certitudes doivent y être dépassées par goût de l'aventure en elle-même. Le professeur, bien sûr, peut également mettre en garde contre certains écueils régulièrement constatés chez les apprentis improvisateurs. D'abord aux deux extrêmes, ceux de la méticulosité et de l'impatience, dont Jean-François de Rémond parle en ces termes. Tandis que le méticuleux installe son contentement dans un respect pharisaïque de la lettre qui lui permet de rester imperméable à l'esprit, l'impatient rejette la lettre qui le soutient pour traverser les creux de l'élan. De l'automate sans âme qui croit bien faire au fougueux qui croit pouvoir se passer de discipline pour s'exprimer, la disponibilité est entravée. Pour expliquer le premier, certains musiciens peuvent dire qu'il a trop de technique parce qu'il y paraît enlisé. Nous dirions pour notre part qu'il est impossible d'avoir trop de technique et que le problème ne vient pas tant des techniques elles-mêmes que de la valeur qu'on y met. Elles doivent être au service de la musique, au lieu que leur exhibition soit conçue comme un but. Ainsi, écrit Jean-François de Rémond, le sentiment de sécurité apporté par l'expérience favorise l'improvisation en permettant de se lancer en avant sans l'angoisse du vide, extrapolant des techniques maîtrisées aux techniques inconnues. Mais il gêne l'improvisation en tendant à conserver dans son air ce qui serait tenté par le risque aventureux. Ce ne sont donc pas les techniques, mais ce sentiment de sécurité qu'elles peuvent apporter, potentiellement de façon injustifiée, qui peut être problématique. Se sentir trop en sécurité grâce à elles, c'est oublier qu'elles ne sont en elles-mêmes d'aucune utilité pour l'exercice de l'improvisation. Cependant, l'absence de préparation laisse démunie devant l'infinie variété des situations complexes. Il n'est pas inimaginable que le professeur puisse aussi donner quelques indications positives, et non uniquement négatives, profitables aux apprentis improvisateurs. La première pouvant être celle de la recherche d'une certaine simplicité bien comprise.
Mais commençons par l'objection que fait Steve Larson à cette hypothèse dans son article précédemment cité. Associer la simplicité à l'improvisation et la complexité à la composition est une erreur. La composition et l'improvisation doivent toutes deux s'efforcer d'équilibrer simplicité et complexité. Je crois que la qualité de la musique réside en partie dans son équilibre entre simplicité et complexité. Et je crois que si l'analyse peut éclairer la qualité, elle est une mauvaise façon de la mesurer. Les analystes peuvent toujours décrire la simplicité comme élégante et cohérente, au lieu de médiocre ou vide, lorsqu'elle apparaît dans quelque chose qu'ils aiment, et toujours décrire la complexité comme riche et sophistiquée, au lieu d'inélégante ou incohérente, lorsqu'elle apparaît dans quelque chose qu'ils aiment. Qu'entend-on déjà par simplicité et complexité en musique, et notamment en improvisation jazzistique ? La complexité peut désigner des couleurs harmoniques étonnantes par rapport à la grille de départ, dont on aurait enrichi les accords, ou bien un flot continu de notes, très véloce, comme c'est le cas par exemple dans cette improvisation du pianiste Oscar Peterson sur All the Things You Are à partir de 1 minute 25. L'anagramme de le trio Oscar Peterson, trouvé par Jacques Périssalco, est justement piano très très coloré. La simplicité serait dans un discours musical moins fourni, aux rythmes plus lents et aux notes plus conjointes. Chet Baker, par exemple, y a été contraint physiquement par la perte de ses dents, ce qui l'a conduit à réapprendre à jouer d'une autre façon. Pourtant, qui pourrait sérieusement dire qu'Oscar Peterson est objectivement supérieur à Chet Baker, ou inversement ? Le critère de réussite d'une improvisation ne tient pas à la quantité de notes jouées. On peut en effet remarquer, chez Oscar Peterson, que les moments de flot de notes impressionnants ne durent pas éternellement et sont en général suivis et précédés de moments plus calmes. Cela tendrait à donner raison à Steve Larson. L'équilibre entre simplicité et complexité fait la qualité, à condition qu'il soit naturel, motivé par l'intuition musicale et non le résultat d'une règle systématique. N'est-ce pas la nature de cette motivation sous-jacente qui nous fait spontanément trouver une improvisation simple tantôt creuse, tantôt élégante, et une improvisation complexe tantôt riche, tantôt inélégante ? C'est cela précisément que nous appellerions simplicité. Non pas un discours musical plutôt calme, mais la fluidité et la justesse de l'intuition, l'absence de calcul. C'est pour cela que si l'analyse peut éclairer la qualité, elle est une mauvaise façon de la mesurer. Oui, analyser une improvisation pourra nous rendre sensibles à des trouvailles auxquelles nous n'avions peut-être pas fait attention à la simple écoute. Mais décomposer la simplicité d'une unité ne permettra jamais d'en mesurer la qualité. À supposer que l'on apprécie la valeur d'une musique à partir de la quantité de choses qui en elle peuvent être comptées, calculées, réduites en formules, qu'une telle appréciation scientifique de la musique serait absurde. Qu'en aurait-on saisi, compris, connu ? Rien, absolument rien de ce qui en elle est proprement musique, écrit Nietzsche dans Le Gai Savoir. Paragraphe 373. D'autres indications sont préconisées par Ibrahim Malouf, que nous résumerions sous les termes d'attention, de patience et de souplesse. Il compare d'abord l'improvisation à la respiration, toutes deux activités naturelles et pourtant sujettes à défaut. Aussi absurde que cela paraisse, nous oublions trop souvent de respirer, rappelle-t-il. Pour pallier cela, existent diverses techniques d'apprentissage liées à la relaxation, comme il devrait, selon lui, en exister pour l'improvisation. Ainsi, c'est une plus grande attention à notre manière d'improviser qui pourrait nous faire progresser. Il exprime ainsi l'importance de la patience, ne pas exprimer trop vite et en même temps toutes mes émotions, tout ce que j'ai sur le cœur et dans la tête, tout ce qui m'inquiète et me passionne. Ce serait une bouillie indigeste, les mots se bousculeraient, mon propos deviendrait chaotique et plus rien ne serait audible. L'objectif principal étant pour lui d'être compris de tous. La patience est donc d'abord nécessaire à la lisibilité pour le public. Citation. J'expliquais plus haut comment se passent les cours d'improvisation que je donne, et je racontais que les élèves, souvent, au début, ne sachant pas quoi inventer, vont puiser dans le répertoire qu'ils connaissent par cœur. Je disais qu'à un moment donné, leurs doigts glissent, hésitent, se trompent, et les élèves s'arrêtent net, estimant souvent à tort que c'est un échec. À cet instant, le chemin qu'ils n'avaient pas prévu s'ouvre et ils doivent se frayer une nouvelle voie. Alors ils essaient, se posent parfois trop de questions, hésitent, regardent les réactions des autres, et c'est à travers ce tumulte créatif qu'ils vont peu à peu inventer une idée. Je reviens sur ce processus pour insister sur le fait qu'il prend beaucoup de temps. Or, on ne nous apprend pas à prendre notre temps, et a fortiori notre époque n'a jamais été aussi pressée. En plus de la patience nécessaire inhérente à tout travail, il ne faut pas s'attendre à voir les résultats arriver à la vitesse de l'éclair comme par magie. Le processus même de l'improvisation prendrait particulièrement de temps, paradoxalement, ou plutôt de distance, comme disait Mathias Rousselot à propos de cette grande distance que l'on parcourt dans son imaginaire à cause des tâtonnements et des hésitations. Ce n'est pas seulement progresser en improvisation qui demande de la patience, mais improviser tout court. La souplesse, enfin. Improviser, c'est donc à la fois s'inspirer, se nourrir, s'inspirer, s'ouvrir, et expirer, évacuer, s'exprimer, créer. Muscler son corps, les cordes vocales, les doigts, les lèvres, le dos, la nuque et son esprit. Se cultiver, chercher des idées et des mélodies nouvelles, développer sa technique, travailler ses gammes, entraîner sa mémoire, analyser. L'élément catalyseur de la respiration et de la musculation est la souplesse. C'est exactement comme dans la pratique d'un sport. Si on court, si on fait de la boxe, de la danse ou du surf, on doit apprendre à respirer, à se muscler et, en parallèle, à travailler sa souplesse. S'il nous manque l'un de ces trois éléments, on risque de se blesser ou d'être empêché dans notre pratique. Ces trois phases sont dépendantes les unes des autres et essentielles dans la vie comme dans l'art.
La souplesse permet en effet d'éviter la rigidité ou la crispation que peut provoquer la musculation, dont l'absence amène à l'inverse à la mollesse. Mais la souplesse nécessaire à l'improvisation est d'ordre mental aussi bien que physique. Les résistances ne sont pas l'apanage du corps, même si bien sûr elles s'expriment toujours physiquement. Ainsi, qu'un musicien soit frustré de ne pouvoir exprimer les idées qu'il a en tête à cause de son manque de technique ou qu'il bredouille son discours musical par peur d'être à côté alors qu'il a d'excellents moyens techniques, son corps même entraîné ne lui sera d'aucune utilité puisqu'il ne sera pas souple, que ce soit la peur qui le paralyse ou le manque de travail physique. On ne peut donc pas bien improviser sans technique. Cependant, comme l'écrit Jean-François de Rémond, ce n'est pas l'improvisation qui a d'abord besoin des techniques, mais celles-ci qui ont besoin de l'improvisation pour les légitimer, sinon à quoi bon les techniques? Si on part des techniques, on n'aboutira pas à la vie, tandis que si on part de la vie improvisée, on apprendra les techniques en improvisant. Le pianiste Thelonious Monk serait d'accord, lui qui fut connu autant pour sa technique défaillante que pour sa grande originalité de jeu et d'invention, ce qui explique ces guillemets dont nous parlons l'adjectif défaillante. Sa technique était tout simplement la sienne, et n'est-ce pas ce qu'on appelle le style? Comme pour l'apprentissage d'une langue, il faut commencer par le tout, par l'expérience de l'immersion avant la théorie, car c'est ainsi que l'on retrouvera soi-même la logique des règles. Comme Yves Buin le dit pour Monk dans son article L'improvisation chez Monk, il y avait chez lui une merveilleuse intuition de la justesse. Il retrouvait des pans entiers du savoir musical européen qu'il ignorait formellement, par une mise en place générale des harmonies et des rythmes. C'est pour cela qu'il est inimitable. Cette phrase de Rémond qui indique que l'improvisation doit venir avant les techniques ne doit pas pour autant faire penser que l'improvisation sans technique serait chose plus complète, pour reprendre Balzac dans le chef-d'œuvre inconnu, que la technique sans l'improvisation. Le dessin donne un squelette, la couleur à la vie, mais la vie sans le squelette est une chose plus incomplète que le squelette sans la vie. Le bricolage de formules toutes faites sera toujours préférable à un marasme désorganisé, même si un talent s'y cache. Sans technique, il sera précisément caché et imperceptible. L'improvisation ne devient telle que lorsqu'elle permet en effet de trouver des techniques. Comme de Rémond le rappelle lui-même avec La Bruyère, il faut de l'art pour atteindre la spontanéité. La nature sans l'art étant le tropisme aveugle et l'art sans la nature, le formalisme clos. Il s'agit d'atteindre au spontané à partir du travaillé, de sorte que la spontanéité exprime les conquêtes de celui-ci. C'est bien l'élan improvisateur qui doit être premier, fera trouver des techniques et rendra capable d'en apprendre d'autres, et ce n'est qu'à partir de ce travail que cette sublime spontanéité dont parle de Rémond pourra être atteinte. 2. Le rapport de l'idée au résultat sonore et à son médium, instrument ou voix, connaître son instrument par cœur. Tournant les obstacles en organes, ce magicien défie le besogneux compositeur. Je pense que c'est de Jean-François de Rémond. Ah non, c'est Mathias Rousselot. Mathias Rousselot souligne que l'instrument, voire le corps, est un obstacle matériel à l'expression. Il la permet, mais en même temps, il est un obstacle entre l'idée dans le cerveau du musicien et son expression sous forme sonore pour les autres. Il faut traduire l'idée dans la langue de son médium, ce qui nécessite donc de connaître son instrument à la perfection. Ainsi s'exprime un musicien de l'étude de Mathieu Sanson. Sur le saxophone, après avoir fait des improvisations libres, j'ai pu découvrir tellement à propos de la façon de fonctionner de l'instrument. Je pense qu'en conséquence, je me sens plus en contrôle de l'instrument parce que je le connais beaucoup mieux. Et je suppose que je suis moins inquiet de faire des erreurs, en partie parce qu'elles ne semblent pas si graves si je les fais, peut-être. Et oui, sont-elles vraiment des erreurs si le but est l'exploration? N'en font-elles pas partie? Ainsi, s'il faut bien connaître son instrument pour improviser, la réciproque est au moins également vraie. Improviser apprend à connaître son instrument et son propre corps. Il faudrait peut-être même faire attention à une connaissance de son instrument qui limiterait la créativité. Stravinsky le note pour la passion qu'il éprouvait en composant Pianora Music. Il ne faut pas mépriser les doigts, ils sont de grands inspirateurs, en Chronique de ma vie. Cependant, l'instrumentiste doit se méfier de l'entraînement corporel. Ainsi, lorsque Stravinsky voulut pratiquer le violon, Hindemith lui dit que cela lui permettrait d'éviter une technique routinière et donnerait naissance à des idées qui ne seraient pas suggérées par le mouvement accoutumé des doigts. Le corps peut parfois surprendre l'improvisateur dans son jeu, mais dans la limite, malgré tout, de ses habitudes. Nous disions que l'instrument était l'organe obstacle de la transmission de l'idée du musicien sous forme sonore pour le public. Mais pourquoi aurait-on cependant du mal à appeler musicien un musicien qui ne ferait de la musique que dans sa tête? Levinson permet d'en comprendre la raison lorsqu'il explique que si les œuvres étaient de simples structures sonores, cela expliquerait que leurs moyens d'exécution leur soient contingents. Or, comme il le dit, l'œuvre musicale n'est pas une simple exécution de la partition. Inversement, la partition serait conditionnée par les possibilités du sonore. La structure sonore est toujours déjà déterminée par les moyens d'exécution. De même qu'on pense avec les mots de sa langue, on imagine de la musique avec les moyens d'exécution sonore que l'on connaît, voire que l'on connaît intimement par la pratique. Si le pianiste peut se contenter de la musique qu'il crée dans sa tête, c'est parce qu'il a d'abord fait l'expérience du jeu d'un instrument et de ses possibilités techniques. Encore une fois, la pratique, ici sur l'instrument, est première et conditionne les idées qui naîtront dans l'esprit du musicien improvisateur, qui en retour cherchera à les effectuer le plus fidèlement possible sur son instrument. Le mouvement va tellement dans les deux sens qu'il n'y a plus tellement de sens à penser la primauté de l'un sur l'autre.
Citation de Jean-François de Rémond, « Il ne s'agit pas de l'application d'une pensée, mais de penser son action en animant sa pensée au rythme de l'occasion et avec l'élégance d'une correspondance non heurtée entre l'acte et l'idée, ce qui atteste l'unification de l'être par l'acte. La pensée ne peut plus s'arroger de droite une priorité et une primauté automatique. L'actant conçoit ce qui est pensé non comme un objet en lui-même et par lui-même, mais immédiatement comme agi. Pas de retard entre l'élan de l'actante et son acte, ni d'intermédiaire entre le conçu et le vécu, celui qui pense et celui qui effectue. Ce n'est pas la raison théorique qui régit l'action, le possible qui commande le réel, mais l'action transforme ou crée, le réel fait le possible. » Pour le musicien, cette identité entre l'acte et l'idée est donc permise par la pratique qui fonde la connaissance charnelle de son instrument. 3. La mémoire individuelle et collective. Connaître l'histoire du jazz. Citation de Mathias Rousselot. L'improvisateur est le dépositaire d'un savoir musical collectif qu'il est capable de restituer dans l'instant. Il possède, consciemment ou non, une connaissance de l'histoire esthétique de son style ou type ou genre musical et de l'histoire du contexte social ou anthropologique de ce style. Mathias Rousselot donne ici raison à Danto qui parlait d'atmosphère de théorie artistique à propos de ce que nous percevons des œuvres. Il s'agit de la perception plus ou moins consciente du contexte historico-social qui donne sens à l'œuvre. C'est par la profonde imprégnation des styles musicaux passés, naturels plus que volontaires, que l'improvisateur peut recomposer avec eux dans l'instant. La mémoire a donc un rôle important dans l'exercice, à l'échelle à la fois individuelle et collective. Rousselot distingue plusieurs types de mémoires à cette première échelle. D'abord les mémoires à court terme, qui permettent à l'improvisateur de garder une certaine cohérence dans son discours, en ayant conscience des sons émis et en envisageant en conséquence une logique organisatrice au son futur. Raison pour laquelle les bonnes improvisations ne manquent pas de structure, même si l'on ne peut pas forcément la déceler directement à la première écoute. La mémoire de travail, ensuite, identique à celle qui est mise en œuvre pour se souvenir d'un numéro de téléphone, par exemple, qui utilise la boucle phonologique et nécessite une répétition subphonique, si l'on peut dire. On répète en quelque sorte les notes dans la tête, comme l'on dit intérieurement les mots lorsque l'on réfléchit. Cette mémoire qui fonctionne par la répétition peut concerner des formules apprises en amont de l'improvisation, mais aussi le simple discours continu qui s'écrit dans l'instant dans l'esprit de l'improvisateur. Enfin, Rousselot parle de la mémoire à long terme, mémoire des cadres et des structures d'expression que l'expérience de l'instant a forgées et profondément enfouies. C'est la mémoire plus ou moins amnésique des improvisations performées antérieurement. Rousselot divise cette mémoire elle-même selon deux modalités de consultation différentes. La mémoire déclarative d'une part, qui concerne l'ensemble des données auxquelles l'improvisateur peut faire appel consciemment et les formuler par le biais de son langage. On pourrait presque parler de mémoire sémantique, si l'on considère que le résultat de l'improvisation idiomatique est assimilable à un texte régi par des lois et agencé comme tel, avec des mots, des phrases, des ponctuations et une grammaire. Idée que nous avons déjà défendue, et la mémoire non déclarative d'autre part, qui est procédurale et concerne l'ensemble des savoir-faire, des habitudes et des automatismes. Car une improvisation semble comporter une part de mécanique qui permet à son créateur de mettre un moins haut degré de conscience et de cœur dans son art, lui allouant une plus grande ouverture aux événements extérieurs. Nous dirons pour notre part que c'est ce moins haut degré de conscience dans son art permis par les bons réflexes qui fait mettre à l'improvisateur plus de cœur dans son art, en le rendant en effet plus attentif, par exemple, aux événements extérieurs. Paradoxalement, il faut une part de mécanique pour augmenter les capacités du cœur, de la vie, pour que la spontanéité exprime les conquêtes du travail, comme le disait Jean-François de Rémond. À l'échelle collective, l'improvisateur hérite de l'histoire du jazz, d'abord dans les matériaux qu'il utilise, comme l'écrit Frédéric Vineau dans son article « Penser le jazz avec la psychanalyse », chaque musicien doit savoir y faire avec l'autre de la grille. Mais cet autre auquel le soliste est en position de répondre ne se situe pas uniquement sur le terrain strictement musical, harmonique, rythmique et sonore. Il est aussi façonné de l'histoire à la fois immense et brève dans laquelle le musicien s'inscrit, d'où le travail des standards, qui sont tous sauf une standardisation. On peut repenser au moment où, oubliant les paroles de McNife, Ella Fitzgerald rend hommage en citant leur nom aux interprètes précédents du standard. Il est notable que les jam sessions des clubs de jazz se titrent souvent « Hommage à ». La pratique de la citation musicale est également très fréquente en improvisation jazzistique, qu'elle soit citation d'improvisations ou de thèmes connus, à divers degrés de comique et de sérieux. Dans tous les cas, la connivence qu'elle crée avec les autres musiciens et l'auditoire a tendance à faire naître des sourires sur les lèvres. C'est par exemple le cas au début de cette improvisation de Joël Bouquet au piano sur le thème Au Pato, à 2 minutes 30, où l'on reconnaît celui de Take the A-Train. Ce travail des standards est tout sauf une standardisation, rappelle justement Frédéric Vineau. Le jazz n'est pas, comme certains voudraient le faire croire, une musique de musée. Elle ne répète que pour se renouveler. C'est le challenge qu'elle se fixe constamment, de ne pas cesser d'innover à partir du même. La mémoire, comme le rappelle Christian Béthune dans l'improvisation comme processus d'individuation, ne sert pas à figer les choses, mais n'a de sens que grâce à l'improvisation qui la transforme en événement. Autrement, elle ne serait guère plus féconde qu'un album ou jaunisse de vieilles photos. La faculté d'improviser nous permet de trouver les relations, de relier les fragments de la mémoire, de décider quel est le meilleur usage dans des circonstances données. Bianchi, 389, ou Bianchi.
La mémoire humaine n'est pas, comme celle de l'IA, un stock dans lequel on pourrait toujours piocher à sa guise. Plutôt, les souvenirs se rappellent à nous à la faveur d'une expérience qui les réveille. C'est ce que décrit Ibrahim Malouf en rapportant l'anecdote suivante. Sur scène, je m'efforçais de suivre le programme tout en improvisant. Et puis, un peu comme lorsqu'on cherche un mot qu'on sait connaître, soudain, j'ai vu jaillir de ma mémoire ces thèmes que je ne cherchais plus. J'avais simplement tiré le fil de ma mémoire pour laisser remonter ces notes enfouies. Je n'ai pas cherché à organiser ces réminiscences, je n'ai pas interféré dans le processus, libre et dénué de toute logique. Je ne me suis rien interdit. C'est un autre aspect de l'improvisation. Laisser notre mémoire fouiller dans notre passé, notre histoire, quelque idée authentique, enfouie et cachée derrière d'autres mélodies qui se sont imposées, nous faisant oublier les plus anciennes. L'improvisation, en fait, permet de renouveler la matière mnésique que l'on utilise habituellement, que ce soit pour jouer, pour penser ou pour se construire une image de soi. Elle incite à bouger nos représentations. Ainsi, la mémoire individuelle et collective nous constitue et nous permet de projeter cet avenir qui nous accomplira en la réalisant, écrit Jean-François de Rémond. Si la mémoire revêt une telle importance dans l'improvisation, c'est bien parce que cette dernière n'est pas tournée vers le passé, à la différence de la nouveauté qui s'y réfère, mais toujours entièrement vers l'avenir, à la fois commencement et annonce. Seulement pour inventer, il faut imaginer, et pour imaginer, il faut savoir se souvenir, puisqu'on n'imagine qu'en rapprochant de façon inédite du déjà connu. Il faut donc connaître et ne pas mépriser la culture sous le faux prétexte qu'elle serait contradictoire avec la spontanéité, alors qu'elle en est la condition. Comme l'écrit Jean-François de Rémond, ainsi, les attitudes à l'égard de l'improvisation dépendent-elles du rapport qu'on lui découvre avec la culture. L'une la rejette comme pratique irrationnelle qui néglige les outils de la prévision et la méthode d'exposition, y voyant l'inutile gratuité d'un risque couru à l'époque de l'assurance généralisée, ou complaisance au pari, à la vie dans l'instant. Une autre attitude y reconnaît le retour aux sources d'une culture qui a dégénéré dans ses formes par les habitudes accumulées au cours de sa constitution. Enfin, celle qui dissimule la nostalgie d'un paradis perdu derrière sa prétention à retrouver les sources d'une nature antérieure à la constitution culturelle qui se serait greffée sur elle. Cette archéologie ne nous restituera jamais de prétendus états de nature, antérieurs à toute culture, pas même les débris d'une existence misérable. Si l'improvisation doit précéder les techniques, il semble que la culture précède l'improvisation. Grâce aux techniques d'enregistrement, des improvisations de grands musiciens ont fini par elles-mêmes faire partie de cette culture jazz. Un des exercices bien connus des apprentis est donc le relevé de solo, comme un passionné de littérature s'appliquerait à recopier et ou à apprendre par cœur des pages de Molière ou de Flaubert, avec l'espoir sans doute de retrouver un peu de l'étincelle qui a pu donner lieu à de telles merveilles, d'en percer le secret. Seulement pour ce faire, l'improvisation exige d'être morcelée, divisée en différentes parties. Or, le morcelage, loin d'être un apprentissage, favorise au contraire le démembrement d'une idée sous le prétexte de son analyse, comme le soulève Raphaël Enthoven dans L'Esprit artificiel. Le morcellement d'un problème est une réaction spontanée. On démembre les objets, on dissèque les problèmes comme on divise l'espace pour le mettre à portée de notre intelligence. Mais l'intelligence, qui n'exerce ses compétences que sur le monde mort des choses accomplies et qui s'applique à merveille à tout ce qui est inanimé, qu'il n'est jamais trop tard pour connaître, a toujours un coup de retard sur l'esprit. En vain chercherait-on à comprendre le génie d'une improvisation grâce à l'analyse de l'ensemble des notes et des rythmes dont elle se trouve a posteriori constituée, car cette génialité ne se situe pas dans le registre de ce qui s'explique. Pour reprendre Aristote, le tout est plus que la somme des parties. C'est aussi la raison pour laquelle, étant donné les conditions qui ont concouru à la production de l'œuvre, si c'est véritablement l'œuvre d'un artiste, ajoute à ces conditions quelque chose d'absolument nouveau, d'absolument imprévisible, écrit Bergson dans son cours de 1904-5 au Collège de France sur l'évolution du problème de la liberté. C'est ce dont témoignait la saxophoniste Lisa Cadbero dans cette interview accordée au journal en ligne toutelaculture.com. J'ai bossé des saxophonistes avec des sons très brillants, et finalement ce n'est pas ça qui ressort dans mon jeu. On me cite toujours d'autres saxophonistes que je n'ai pas beaucoup relevés, donc c'est bien qu'il y a ma nature qui prend le dessus aussi à certains moments, et qui fait des choses qui sont assez éloignées de ce que j'ai travaillé. L'exercice du relevé de solo comme propédeutique à l'improvisation a donc ses limites. Citation. Ainsi, lorsqu'un organiste enregistre son improvisation pour l'analyser ensuite, il y découvre une complexité qu'il ne soupçonnait pas lorsqu'il la créait. S'il veut la jouer, il doit l'apprendre, de toute façon il ne retrouve pas le mouvement par lequel il l'a donné spontanément la première fois. Ainsi, a fortiori, l'analyse de la création achevée en sa complexité ne suffira pas à nous révéler le secret de l'improvisation. Seul l'intérêt porté au commencement et au vécu permet d'éclairer le processus en retrouvant son sens, c'est-à-dire celui de sa genèse. Si on part, au contraire, de la structure pour remonter à la genèse, on ne retrouvera ni son originalité, ni ce qui conduisit de l'un à l'autre. Ça, c'est Jean-François de Rémond. Le problème qui se pose alors est évidemment le suivant. Comment connaître ce commencement, ce vécu, lorsqu'il ne s'agit pas du sien? On peut seulement interroger les musiciens sur leurs sensations et leurs pensées, quelle que soit la forme particulière qu'elles prennent dans ces conditions. Si ce n'est pas pour révéler le secret de l'improvisation que le relevé de solos est utile, alors pourquoi l'est-il?
William Day, dans son article Jazz Improvisation, The Body and the Ordinary, propose cette réponse. Lorsqu'un novice transcrit et répète les inflexions et les nuances d'un solo de jazz modèle, il commence à apprendre non seulement comment produire un son de jazz caractéristique, mais aussi ce qui compte le plus dans ce son. Il apprend pourquoi, compte tenu de toutes les choses que, par exemple, une paire de mains entraînées peut dire au piano, ces choses valent la peine d'être dites. On peut entendre, de la part d'auditeurs tout à fait novices envers des amateurs ou des professionnels, la réflexion suivante. Mais comment sais-tu que c'est bien ? Au-delà des considérations subjectives, des goûts personnels, il y a en effet des choses qui valent plus que d'autres la peine d'être dites, et il serait bien difficile d'expliquer précisément en quoi ou lesquelles. Nous avons en partie tenté de répondre à ce problème en redéfinissant la simplicité en termes de justesse d'intuition, plutôt que d'absence de richesse mélodique ou rythmique. Toute la difficulté est là. Puisque le contenu musical importe moins que ce qui le motive, on ne saurait donner des règles valables systématiquement concernant ce qu'il conviendrait et ce qu'il ne conviendrait pas de jouer. C'est pourquoi ce qui est bon ou mauvais, plus que dans le contenu, s'entend en effet dans le son du musicien. Un domaine d'investigation qui touche à cette découverte de ce qui vaut la peine d'être dit est le suivant. Quel est le lien entre développer son oreille et trouver sa voix ? Cette question peut prendre la forme « Pourquoi les meilleurs joueurs sont-ils invariablement les meilleurs auditeurs ?» Et ce lien suggère-t-il que les joueurs jouent de la même manière qu'ils écoutent, tout comme nous pourrions découvrir que la plupart d'entre nous écrivons de la même manière que nous lisons, superficiellement, ou soigneusement, ou de manière ludique ? Il semble bien que je puisse apprendre comment quelqu'un écoute ou lit, en apprenant comment il joue ou écrit. Si les meilleurs joueurs sont les meilleurs auditeurs, cela suggère que la pratique de l'écoute, comme la pratique de l'interprétation d'un texte, impose des exigences qui s'apparentent à celles de la performance. On pourrait aussi traduire « of performing » par « de l'interprétation ». La morale de l'histoire serait donc que l'improvisateur débutant devrait commencer par trouver sa voix en trouvant sa façon d'écouter, et en découvrant quels sons l'intéressent, ce qu'il a le plus envie d'entendre. Et traditionnellement, il le fait en transcrivant et en répétant ses solos de jazz qui lui parlent le plus et le plus éloquemment. En effet, relever des solos, comme recopier un texte littéraire, est avant tout une manière de développer son oreille, de la rendre attentive à ce qui se passe. L'exemple précédemment cité de Chick Corea et Bobby McFerrin, et ce que nous avons dit de l'improvisation jazz comme conversation, rend sensible combien la capacité d'écoute détermine effectivement la capacité à bien improviser. Le jazz est, l'immense majorité du temps, une musique de l'improvisation à plusieurs. La finesse de l'écoute entre musiciens revêt donc une importance encore plus grande que dans la musique classique. La pratique de l'écoute, en effet, a des exigences proches de celles de la performance en ce que toute écoute active est déjà interprétation. L'improvisateur débutant trouvera par là quels sons l'intéressent, ce qu'il a le plus envie d'entendre, ce qui ne signifie pas, comme nous l'avons vu avec Lisa Cadbero, que les sons qui sortiront de son jeu seront forcément similaires à ceux qu'il avait le plus aimé écouter. On ne choisit pas son caractère. Je vous dis à plus tard pour la dernière partie.